Bonjour tout le monde. Je suis Éric Barbeau, je dirige la diffusion numérique pour le groupe Madrigal, Gallimard, Flammarion. Je représente un certain nombre d'éditeurs indépendants dont on diffuse les catalogues numériques aussi, y compris sur le livre audio. Et on m'a demandé de faire un bref point sur la commercialisation des livres audio en France. On est sur des marchés différents à l'étranger. Donc là, il s'agit de vous présenter le marché, quelques tendances, les modèles commerciaux. Parce que ça bouge, c'est d'ailleurs le format sur lequel les modèles commerciaux bougent le plus parmi les formats du livre. On peut passer la première diapo. Voilà, donc aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente en France? Le livre audio, d'une part, on a un auditorat qui est différent de celui du livre papier. Ce qu'on observe, c'est que, donc là ce sont les mesures de médiamétrie qui mesurent tous les 2 ans les usages autour du livre dans ses multiples formats, et notamment l'e-book et le livre audio. On a déclaré quasiment 7 millions de lecteurs, soit 13% de la population française de 15 ans ou plus. Parmi ces lecteurs, on observe qu'il y a une surpondération des jeunes, donc les jeunes qui sont identifiés sur deux tranches d'âge que sont les 15-24 ans et les 25-34 ans, qui sont en proportion beaucoup plus dans l'usage du livre audio que leur poids dans la population française. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on observe que les familles, elles aussi, sont surpondérées dans leurs usages sur le livre audio, ce qui est évidemment très intéressant pour nous, parce que qui dit famille dit effectivement des lecteurs plus jeunes et des lecteurs qui apprennent à écouter en livre audio et qui vont s'intéresser au format tout au long de leur vie. En tout cas, on l'espère. Ce qu'on observe aussi dans les résultats de médiamétrie sur la base des déclaratifs de ces personnes, c'est qu'elles sont aussi particulièrement connectées et vont d'autant plus choisir leur livre, s'intéresser effectivement au livre audio, au format audio, via les réseaux sociaux, via un certain nombre via aussi évidemment une réponse aux campagnes de marketing web qui leur sont adressées. Donc voilà, un lectorat plus connecté qui va répondre effectivement d'autant plus à ce type de marketing. Et pour terminer, ça c'est pas dans l'étude, mais c'est quand même intéressant et on l'observe parce qu'on est leader sur le livre audio jeunesse chez Gallimard Madrigal, c'est le succès des boîtes à histoire. Donc les boîtes à histoire, ce sont ces appareils qu'on achète en magasin physique, qui sont des appareils qui ont le mérite effectivement d'être dans un circuit fermé, qui rassure les parents, puisqu'effectivement la sélection de livres audio qui sont donc écoutés sur ces enceintes appareils fermés portent sur des ouvrages qui sont pour l'âge, qui sont bien adaptés effectivement à l'âge des enfants, pour lesquels les parents ont acheté ces boîtes à histoire. Vous connaissez sans doute la première marque, le leader français qui s'appelle Lumi, et qui a amené effectivement, qui a vraiment lancé le marché en France, tout comme ce marché d'ailleurs lancé dans d'autres pays d'Europe continentale et au Royaume-Uni. Ça cartonne, et c'est tant mieux parce qu'effectivement, on a du coup des enfants qui accèdent au livre audio, non plus tant par le CD, mais par ces boîtes à histoire. Et on peut espérer que ces enfants, une fois qu'ils deviendront adolescents, qu'ils seront probablement équipés de smartphones, ils iront écouter des livres audio via ce biais-là. Un mot sur le marché en France. Alors, contrairement au livre papier, on ne dispose pas de panel précis sur le chiffre d'affaires et la volumétrie de ce marché. Donc les chiffres que je vous cite sont des extrapolations maison à partir des ventes qu'on observe chez Madrigal. On estime que le marché français en 2023 est de 90 millions d'euros de chiffre d'affaires fort. Donc le chiffre d'affaires fort, ce serait la valorisation du livre audio sur la base des différents modèles commerciaux dans lesquels ils sont commercialisés. C'est un chiffre d'affaires qui est en croissance de plus de 10% sur ces dernières années, ce qui en fait du coup le segment du livre qui est le plus dynamique si on compare aux ventes papier et aux ventes de livres numériques e-book. Donc ça c'est intéressant, c'est vraiment effectivement un marché où on sent qu'on est en train effectivement de recruter du lectorat de l'usage et ça coïncide avec les déclarations d'usage observées par médiamétrie. Et c'est déjà pas mal pour l'activité. Du point de vue de l'offre, ça c'est la partie droite de la diapo, on estime, des données assez
voilà, c'est quantifié sur le catalogue de livres audio francophones. Donc ça inclut aussi des livres audio édités par nos amis au Québec, par voilà, dans différents pays francophones. On atteint un catalogue de 25 000 titres, donc c'est à la fois peu si on compare au livre papier, mais c'est quand même beaucoup par rapport à ce que c'était il y a 10 ans. Et une croissance du catalogue qui va grandissante, puisqu'effectivement en 2023, on a eu plus de 2000 nouveautés francophones qui ont été éditées par les éditeurs francophones de par le monde. Donc ça fait presque 10% du catalogue total. Ça veut dire qu'effectivement, on sent dans la production un momentum, on est en train effectivement de grandir le catalogue plus vite que précédemment. Alors qui produit ce sont heureusement déjà des éditeurs qui sont présents sur le livre papier, sur le livre numérique, qui pour beaucoup ont créé en fait une marque ombrelle pour le livre audio. On souhaitait effectivement vraiment positionner le livre audio avec une marque. Donc c'est Audiolib pour le groupe Hachette et Anna Michel, c'est Lizzy qui est la marque de livre audio du groupe Editis, Écoutez Lire et la marque audio du groupe Macodal, Cascade, celle de Media Participation, Hardigan, associé effectivement à Brajlon notamment, Actes Sud reste Actes Sud en audio. Et je cite quelques autres exemples, Caviar, qui évidemment est très présent sur la jeunesse, Ada, qui est un éditeur canadien que vous connaissez certainement, les éditions des femmes, que j'aime citer parce que c'est quand même elles qui ont été, qui ont vraiment en fait été les premières à lancer une offre de livre audio qu'on peut saluer parce qu'elles ont mené à se dire voilà, on va lancer ce marché-là, éditer jeunesse. On observe aussi des éditeurs spécialisés, dont le métier ce n'est que du livre audio, ou presque. Frémont vient de lancer du livre papier récemment, mais voilà, son fonds de commerce c'est vraiment le livre audio et la musique. Les éditions TLM, Volu, Sixtree, l'édition Lire, Alexandre Stanquet du Canada, Sonobook, qui sont des éditeurs spécialisés, toujours présents, qui continuent effectivement à faire progresser le catalogue. J'ai apparemment une concurrence. Quelqu'un qui a oublié de se mettre. Oui, sur Muet. Je vais attendre juste un instant. Oui. Deux fenêtres ouvertes contre la deuxième, mais c'est pas voilà. Désolée. C'est l'Afrique. Oui, entendu. Donc voilà, des éditeurs spécialisés qui vraiment participent à vraiment l'écosystème, parce que on les sent très agiles, très furtifs justement pour aller chercher des droits de livres audio et ça participe vraiment à l'économie de l'ensemble de l'industrie. Et on observe aussi effectivement l'entrée de nouveaux entrants, que sont notamment les plateformes de podcast, donc, qui viennent plutôt en fait à la base du podcast, comme justement Magellan, qui est une plateforme que vous connaissez peut-être. Donc là j'en ai mis 3, il y en a plein d'autres, et dont le cœur du métier est plutôt effectivement de proposer des applications d'accès à des podcasts. Ils produisent du podcast, mais certains d'entre eux aussi se sont mis à produire du livre audio, voyant peut-être une bouse d'or qui n'est peut-être pas encore advenue, mais voilà, où ils se disent on veut participer à ce marché-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de ces acteurs qui sont tous francophones, le marché français du livre audio commence à intéresser très sérieusement des acteurs internationaux qui du coup produisent désormais du livre audio aussi. Audible a sa propre production, comme vous le savez peut-être, mais on a aussi effectivement un des principaux groupes éditoriaux de livres audio au monde qui s'appelle RB Media, qui est une entreprise américaine, qui a racheté les éditions Teleb et qui du coup a multiplié la production de livres audio francophones depuis maintenant quasiment 2 ans. Ainsi qu'un autre éditeur que je cite, mais il y en a d'autres, Saga Egmont, qui est un éditeur néerlandais, qui s'est aussi positionné sur la production de livres audio. Donc c'est à la fois voilà, une nouvelle concurrence pour nous tous en tant qu'éditeurs français, mais c'est aussi bon signe, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est notamment RB Media qui a une très très bonne connaissance du marché international du livre audio, se dit que là, en France, c'est en train d'advenir et qu'il est temps pour eux d'investir. On passe à la prochaine diapo, où je parle des modèles commerciaux, là encore toujours en France. Alors le livre audio,
au niveau mondial, a été globalement structuré par ce qui est sur le côté gauche, par une offre en fait, vente au détail et abonnement selon le crédit unitaire mensuel. Le crédit unitaire mensuel, je pense que tout le monde sait ce que c'est, mais je le précise pour ceux qui éventuellement ne le savaient pas, c'est je suis abonné à la plateforme, je paye 9,99 € par mois, j'ai accès à un livre audio. Je choisis dans tout le catalogue qui est rendu disponible par les éditeurs, mais j'ai accès qu'à un seul livre audio dans le mois. C'est le modèle qui a été notamment lancé par Audible, avant d'ailleurs qu'il se fasse racheter par Amazon, qui a ensuite été repris par un certain nombre de concurrents d'Audible, dont notamment Kobo Fnac en France, qui est un leader aussi sur le livre numérique, qui a été repris effectivement par un certain nombre d'autres plateformes, dont d'ailleurs effectivement ce que je cite, Cultura, Viglio, Xscribe, Prose, qui a lancé effectivement l'offre avec les libraires, qui, par son libraire indépendant, on peut aussi accéder à cette offre pour goûter et écouter du livre audio. Ça, c'est le premier modèle qui représente près de 80% de l'activité du livre audio en France aujourd'hui. Ensuite vient la vente au détail. Donc là, je cite que les plateformes qui ne proposent que l'achat à l'acte pour le livre audio. Donc ce sont les plateformes Apple Books et Google Play qu'on connaît. Boucle d'oreille, qui est un opérateur indépendant historique sur le livre audio, qui a plus de 10 ans et qui a vraiment réussi effectivement à gagner un public sur cette offre-là. Ce sont les libraires indépendants, notamment donc avec une offre qui est portée techniquement par Ipagine, qui équipe ces libraires pour leur permettre de vendre voilà, une solution très crédible de livre audio, et des enseignes comme le Citre, Furet du Nord, Leclerc, voilà pour la vente au détail. Enfin, un autre modèle qui est quelque part un autre canal. Dans le cadre des dispositifs du prêt numérique en bibliothèque, on a lancé depuis 2017 le prêt de livres audio. Donc les Français, les Belges, les Suisses peuvent accéder à du livre audio en tant qu'usagers de bibliothèques publiques. Ce sont les bibliothèques qui payent le prix de ces licences, et non pas directement auprès des éditeurs, mais auprès des libraires. Ce qui a été monté, c'est un système par lequel ce sont les libraires qui commercialisent nos licences auprès des bibliothèques, tant pour le livre numérique et pour le livre audio. Et c'est très bien ainsi, ça marche très bien, ça permet effectivement de rendre accessibles ces deux formats auprès des usagers dans un système qui respecte la chaîne de distribution du livre. On passe au dernier modèle commercial, qui est un modèle nouveau, c'est pour ça que je vais consacrer une diapo spécifique. C'est le modèle qu'on a baptisé le créditant. C'est un modèle d'abonnement aussi, qui est sur une temporalité mensuelle. Ça commence par une première offre à 9,99 €, par laquelle l'usager n'accède pas à un livre audio, mais en fait accède à 15 heures d'écoute, jusqu'à 15 heures d'écoute dans le mois. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des modèles, donc c'est un modèle qu'on a souhaité. Là, je parle au niveau du groupe Madrigal, mais je pense que c'est partagé par un certain nombre de nos confrères éditeurs et diffuseurs, parce qu'on a observé que le modèle du crédit mensuel unitaire avait le handicap de finalement favoriser les best-sellers, de favoriser en fait beaucoup d'usagers à aller finalement au plus rapide, au plus vite, effectivement aux auteurs connus, aux séries, aux licences les plus connues, et ce au détriment, je dirais, d'une distribution plus large, d'une curiosité plus large parmi l'ensemble des titres qui étaient proposés par les éditeurs. Et là, ce qui est intéressant, c'est que le créditant, on a désormais 2 ans de recul par rapport aux résultats de ce modèle, a le mérite, c'est qu'en fait, il nous permet effectivement de recruter de nouveaux lecteurs sur le livre audio. On va observer que ça n'a pas piqué de la clientèle ni aux libraires ni aux plateformes existantes. Ça a aussi eu le mérite effectivement d'inciter effectivement les usagers les abonnés à goûter un peu plus à différents titres. Tant et si bien qu'on a observé que sur des plateformes qui pratiquaient le modèle unitaire précédemment, qui sont passées au créditant, on a doublé le nombre de références qu'elles avaient réussi à commercialiser dans le mois. Donc probablement, effectivement, un peu plus de circulation dans les œuvres pour ces usagers qui, si au bout de 5 minutes ou 20 minutes de lecture d'un livre audio se disaient finalement, l'histoire, j'accroche pas, avaient effectivement la capacité, il leur restait quand même 14 heures et 40 minutes pour écouter autre chose. Donc c'est un modèle qu'on suit de près, on y croit beaucoup au niveau du groupe Madrigal, et d'autant qu'effectivement c'est un modèle qui est respectueux aussi des revenus
des éditeurs et des auteurs. C'est une chose importante pour nous, puisqu'effectivement c'est un modèle qui est plus sain en la matière que de l'abonnement illimité où on pourrait se douter qu'on serait sur des revenus bien moindres pour l'ensemble des acteurs de la chaîne. Je cite les 3 plateformes qui aujourd'hui commercialisent ce modèle. Alors, ce qui est amusant, c'est que finalement ces 3 plateformes sont des Scandinaves, voilà, qui ont investi le marché français. Donc, au départ, Nextory a racheté une entreprise, une PME française, Ubooks, qui est déjà présente depuis une dizaine d'années sur le livre numérique et sur le livre audio. A été racheté par Nextory, qui a vu l'opportunité effectivement de cette présence sur le marché francophone, et qui a effectivement relancé une offre en proposant effectivement une offre livre numérique plus 15 heures de livre audio pour 9,99 €. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec eux, comme avec les 2 autres plateformes, on a aussi travaillé sur des offres commerciales pour ceux qui voulaient lire plus. Et donc effectivement, pour 14,99 € ou pour 19,99 €, vous pouvez écouter 30 heures de livre audio. Donc, vous pouvez écouter jusqu'à même 50 heures de livre audio dans un accès famille, multi-utilisateur, pour ceux qui voulaient aussi en faire profiter leurs enfants, ce qui était une autre difficulté qu'on avait sur le modèle abonnement. Finalement, ça ne servait pas beaucoup aux familles, parce que voilà, quand on se payait 9,99 €, c'était plutôt pour soi que pour son enfant. Sur ce, donc Storytel, qui est un leader scandinave sur le livre audio, a emboîté le pas effectivement et lancé cette offre, et BookBeat est un autre acteur qui a lancé cette offre-là. On est en discussion avec d'autres acteurs, à la fois d'ailleurs des enseignes physiques qui veulent se lancer sur le livre audio et sur de nouveaux acteurs qui seraient disposés à lancer ce modèle en France, qu'on porte de nos voeux. Vous avez vu un petit bonhomme vert en bas de la diapositive. C'est un acteur que tout le monde connaît dans la musique. Spotify a marqué les esprits dans le monde anglo-saxon en déclarant sa flamme pour le livre audio l'année dernière. Ils ont lancé une offre similaire au créditant dans les pays anglo-saxons à l'automne dernier, apparemment avec des résultats très probants aux États-Unis, en tout cas c'est ce sur quoi ça a été communiqué. On peut se douter qu'il pourrait arriver en France sur un modèle similaire. Ce qui est intéressant parce qu'effectivement on pense que ça va donner d'autant plus effectivement de visibilité sur le livre audio pour des usagers qui sont déjà habitués à écouter de l'audio, en l'occurrence de la musique, via leur abonnement à Spotify. J'en termine avec juste un petit point sur ce qui se vend en livre audio. Non? Eh bien, je vais le dire de mémoire. Voilà. Les littératures générales et de genre sont les catégories de livres plébiscités par les lecteurs de livres audio. Tant mieux, ils veulent des histoires, on va leur donner. C'est très bien. On observe des lectorats spécifiques pour des œuvres sur la santé, sur le bien-être, sur la vie, la réussite professionnelle. Il y a une surpondération effectivement du poids des ventes du livre audio sur ces segments-là qui est observé. Et quant à la jeunesse, on suit précisément dans le groupe Madrigal, parce que voilà, c'est vraiment dans notre ADN. Évidemment, on a constaté un bond des usages liés au confinement. On observe effectivement que c'est en train de la croissance continue, mais effectivement pas au même rythme que ce qui était observé en 2020. Et voilà, je pense qu'effectivement, on va continuer à recruter un public sur la jeunesse, notamment par ce modèle créditant qui, on l'espère, convaincra un peu plus les familles. Vous avez là effectivement l'exemple de classe. Ce ne sont pas non plus des données, je dirais, gravées dans le marbre et totalement représentatives du marché. Pour établir effectivement ce classement des genres les plus vendus, on a aussi fait une extrapolation à partir des ventes de Madrigal. C'est quelque chose qui pourrait être assez mouvant, mais on pense que c'est suffisamment crédible pour que je vous l'expose ici. Et vous observerez effectivement la variété des éditeurs qui sont présents dans ces différentes catégories. Je vous remercie. Merci. Bonjour à tous, merci Cécile pour cette invitation. Donc en fait, effectivement, merci Cécile pour cette présentation très riche. C'est vrai que nous, au niveau de l'association internationale des livres francophones, on n'a pas des données aussi précises
et fouiller. Par contre, ce qu'on a, effectivement, comme le disait Cécile, ça fait quelques années, notamment avec Philippe, qu'on travaille sur cette question pour essayer de voir comment encourager les libraires à commercialiser davantage le livre audio, parce que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de libraires, vous allez le voir. Donc là, cette année, on a décidé de faire une enquête auprès de certains de nos membres, et on a eu quelques résultats, donc c'est pas forcément représentatif de l'ensemble de des membres de notre réseau. Alors, sachant que notre réseau avec l'élève, on a une centaine de membres qui couvrent toutes les zones géographiques. Il y a à l'intérieur de ce réseau des chaînes de librairies toutes indépendantes, des petites librairies, des librairies générales dans l'ensemble. Mais voilà, donc on a aussi à la fois cette diversité culturelle, mais aussi on a une diversité en termes de formation professionnelle et de capacité à avoir accès à des éléments qui sont des éléments pas toujours faciles dans certaines zones du monde. Pour revenir à l'état des lieux qu'on a réalisé, qu'on va vous présenter avec Philippe, on a eu donc une vingtaine de réponses, donc c'est un quart de notre panel global. Mais ce qui est intéressant, donc là vous avez une petite vue géographique des personnes qui ont répondu à cette enquête. Et là, on vous a mis des librairies. Donc vous allez voir que les librairies, ce sont des librairies, plutôt des petites librairies qui ont répondu à l'enquête, qui a été faite assez récemment aussi. Hein. Et cette enquête est vraiment... cette enquête portait sur vraiment très peu de questions. Donc à savoir, on va revenir dessus, mais d'abord je voulais que vous voyez un petit peu quels étaient les profils des librairies qui avaient répondu. Alors en fait, les cercles un peu plus importants, c'est simplement pour dire qu'il y a des zones, notamment deux zones assez importantes, Afrique et Amérique, qui ont répondu. Donc Afrique avec des petites librairies dans l'ensemble, sauf une qui est un petit peu plus importante, qui est la librairie de 80. La librairie Delphina, justement, on a la libraire qui est en ligne, qui s'appelle Saline Moussou. Et puis pour Amérique et Caraïbes, on a eu aussi quand même beaucoup de retours. Donc vous voyez que ça, ce sont les deux zones qui ont été assez représentées par cette petite enquête qu'on a réalisée. Après l'Europe, avec 4-5 libraires, et puis après, Proche-Moyen-Orient, Maghreb et Asie, qui ont été vraiment représentés par une, voire deux ou trois personnes, 4 personnes pour l'Europe. Voilà, donc ça c'était juste pour vous donner un petit peu un état de qui parlait dans cette enquête, savoir qui avait pris la parole. Donc alors, est-ce que les gens commercialisent ou pas le livre audio? Ben, vous le voyez, 70% quand même, ils ne commercialisent pas le livre audio. Donc c'est vrai que c'est un vrai sujet justement qu'on travaille depuis quelques années. Philippe va revenir sur cette question. Et si, à la question est-ce qu'ils seraient intéressés de commercialiser le livre audio, ils ont répondu quand même en majorité qu'ils souhaitaient commercialiser le livre audio. Alors là, ce qu'on va vous proposer avec Philippe, c'est que, bien évidemment, les deux autres questions, je vais la présenter, ce sont des questions sur quels sont les freins et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour développer ça. Alors, ça fera partie de la table ronde aussi, des solutions qu'on anime tout à l'heure. Mais là, je vais laisser la parole à Philippe, qui va un petit peu vous dire ce qu'il en est. Alors, Philippe, je vais en dire deux mots quand même, puisque donc, Philippe a été à l'origine de la librairie Graffiti à Waterloo, qu'il a animée pendant plus de 40 ans. Ensuite, donc, il a créé en 2014 le portail libraire que vous connaissez tous, hein, qui au début a uniquement commercialisé des livres numériques, puis en 2020, les livres papier. Et depuis peu, donc justement, Libraise, mais sans après, développe un partenariat notamment avec POS. Et Philippe a beaucoup d'autres casquettes, donc notamment avec l'élève qui est le fondateur, IOSLB et l'EPILEN. Voilà, donc là, je vais laisser Philippe justement parler des autres résultats de l'enquête, notamment les freins et les besoins des libraires. Oui, bonjour à tous. La question du livre numérique était une question, je dirais, à la fois centrale pour les libraires ici au Nord et à la fois centrale également pour les libraires du Sud. À part que pour les libraires du Sud, c'est un marché extrêmement difficile. Nous avons mené, pour avoir des anciens, nous avons mené un gros travail sur la commercialisation du livre numérique dans l'espace francophone. Enfin, j'ai mené cette enquête-là il y a 3 ans, donc maintenant ça date un petit peu, si je peux dire. Mais le résultat était surtout de lister les freins à l'accès aux livres numériques pour les libraires.
notamment parce que la plupart des modèles sont des modèles du Nord et qui sont difficilement accessibles dans les pays du Sud global. Hein. Je ne parle pas uniquement d'Afrique subsaharienne, mais du Maghreb, également en Amérique latine et en Asie. C'est des problèmes bancaires, enfin, on en parler, des problèmes de paiement bancaire, des problèmes de DRM, des problèmes de droit. Hein, toute une série de choses qui sont extrêmement compliquées je dirais, à gérer par l'IA. On a d'autres éléments, si je peux dire, pour étudier la question, notamment YouScript. Je crois qu'il y a des représentants de YouScript dans l'Assemblée aujourd'hui. YouScript a travaillé sur l'état du livre, enfin, de l'édition en Afrique subsaharienne. Donc il vient de publier un livre blanc qui est très intéressant d'ailleurs, qui ne fait que corroborer tout ce qu'on sait déjà par ailleurs, hein, mais qui, je dirais, qui est intéressant parce qu'il développe également des propositions pour avancer sur la question. Alors, le livre numérique, les libraires, je dirais, du Sud global, comme on dit aujourd'hui maintenant, encore Europe et aux États-Unis, enfin, le livre numérique qui se vend, c'est essentiellement sur support physique. Donc, soit CD, soit USB, comme ça. Et donc, c'est assez minoritaire, d'autant plus qu'en Amérique latine, on nous dit bien sûr que le CD disparaît. Maintenant, ça n'est plus commercialisé de moins en moins. Donc, il faut trouver des alternatives. Alors, les alternatives, c'est évidemment le numérique, mais comment y accéder? Les freins sont très nombreux. Et ce qui me semble être la voie, Eric en a assez bien parlé, la voie d'avenir et qui se développe beaucoup en Afrique, c'est le streaming, donc sous forme d'abonnement. Mais ce streaming, sous forme d'abonnement, il échappe entièrement aux librairies. C'est évidemment le cas où YouScript travaille directement avec le consommateur final, si je veux dire avec le lecteur final, travaille très peu avec la librairie. Donc il y a une demande de la part des libraires de pouvoir éventuellement participer à ce marché-là. Est-ce que ce sera possible? On n'en sait rien. Il y a de toute façon, comment dire, un travail préliminaire à faire pour que les libraires puissent intégrer dans, je dirais, ou entrer dans le secteur. C'est un problème qu'on constate également dans les pays du Nord. Enfin, moi, je gère une plateforme libraire en Belgique francophone. C'est impliquer les libraires de manière très concrète et de manière, je dirais, proactive au marché du livre numérique. Un des grands soucis, au-delà des difficultés techniques que nous connaissons, c'est, je dirais, la marge commerciale. Les marges commerciales sont assez faibles, a priori, notamment parce que dans les modèles qui sont accessibles aux libraires, il y a un service après-vente qui est extrêmement important. Vous savez que lorsque vous achetez un livre numérique sur Amazon, le système, c'est un silo vertical, donc qui est extrêmement facile. Si vous achetez un livre numérique chez un libraire qui n'est pas, enfin un libraire indépendant, vous devez nécessairement agir par une des plateformes qui était citée là par Eric. Et vous savez que les livres numériques sont cryptés, il faut pouvoir les décrypter. Et donc la DRM Adobe, souvent, moi j'ai tous les jours sur ma plateforme Librel des clients qui m'écrivent en disant je ne parviens pas à télécharger le bouquin. Alors on essaye évidemment de faire un travail d'accompagnement du client, mais il faut surtout éviter que le client ne disparaisse. Et d'ailleurs, chez Amazon par exemple, on le dit très souvent. Voilà. Donc c'est déjà, toutes ces données vous montrent la complexité des choses. Et dans l'espace qui n'est pas l'espace européen, la grande difficulté, c'est d'avoir accès à des ventes en streaming. Alors, ce que les libraires demandent, c'est ce que je voulais dire aussi, c'est de la formation. Il y a un vrai besoin d'information, de formation aussi. Je pense que le numérique n'est pas du tout maîtrisé, on ne comprend pas ce que c'est. Et donc, il y a tout un travail que la ILF essaye de mener, notamment en se déplaçant dans certains, dans des foires du livre, dans des salons du livre, à l'étranger, pour essayer de réunir les libraires. On le fait également sous forme de webinaire, il y a des choses que la ILF a entreprises et qui militent en ce sens-là, mais on est quand même toujours, je dirais, face à un public de libraires qui ne comprend pas bien comment ça fonctionne, et surtout, on se trouve face à une grande difficulté d'avoir accès à ce marché du streaming.
Alors, il y a une plateforme qui se développe. Hein, je trouve très intéressant ce que tu as raconté, parce que finalement, c'est quelque chose d'assez neuf. Mais pour les libraires, il n'y a pas d'accès direct à ces plateformes-là. Donc, il faut peut-être imaginer quelque chose ensemble. Et si, dans l'occasion, on avait demandé à 2 libraires de Bénin de pouvoir intervenir, je ne sais pas si elles sont en ligne ou si... Alors justement, là, je vois qu'il y a la librairie Delphina, Sabine Moussa, qui avait plus fait des propositions sur des préconisations, qui est en ligne, mais je ne sais pas si, Sabine, tu peux intervenir pour dire, toi, de ton point de vue, quelles étaient les préconisations que tu pouvais proposer pour développer davantage, en tant que libraire au Bénin, le livre audio numérique. Est-ce que tu nous entends? Non, je pense que je pensais que ça marchait de leur côté, mais oui. Non. Ah oui. Bonjour. Sabine, est-ce que tu peux éventuellement voilà, donc juste pour excuse-nous Sabine 2 secondes. La question le point qu'évoquait Philippe, c'est partie des questions qui ont été posées des libraires, et particulièrement sur le Scribd, et en fait, la plupart disent ne pas avoir été contactés, mais on le sait, il y a eu récemment une rencontre aussi là à Abidjan, et c'est aussi pour ça que Prudentienne, tout à l'heure est en ligne, parce qu'à l'égard de cette rencontre, elle a pu rencontrer des personnes du Scribd, peut-être qu'elle pourra intervenir si on arrive à l'avoir en ligne, sur ce point-là précisément, on verra tout à l'heure. Pour l'instant, donc, Sabine avait fait un certain nombre de préconisations, donc librairie Delphina au Bénin. Est-ce que Sabine, tu peux dire un peu quelles seraient tes attentes à ton niveau, pour développer le livre audio dans ta librairie? Bonjour Cécile. Bonjour Cécile, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ok, bonjour. Et moi, Sabine Moussa, chez les membres de la librairie Delphina à Toulouse. Par rapport au plan d'action marketing et communication demandé pour augmenter la vente des livres audio, vous me suivez? Oui. Ok. Création de sites web et plateformes mobiles avec possibilité d'achat ou lecture en ligne. Si je prends ce côté-là, il faut d'abord développer un site e-commerce inductif permettant l'achat et la lecture en ligne de livres. Oui. Après, intégrer des options de paiement sécurisées et un service client en ligne. Après, il faut intégrer des notifications push pour informer les utilisateurs des nouvelles sorties et des offres spéciales. Pour le lancement et marketing, développer l'application sur les principales plateformes de téléchargement d'applications mobiles, tisser les partenariats avec des auteurs ou des éditeurs et la promotion sur les réseaux sociaux. Créer des programmes sur nos réseaux sociaux. Sur cette affaire, il faut produire des épisodes périodiques de programmes autour de thèmes littéraires, interviews d'autres auteurs et des experts du domaine littéraire et critique de livres. Enfin, solliciter un spécialiste de SEO, c'est-à-dire il faut améliorer le classement du site sur les moteurs de recherche. Je ne sais pas si je vous donne satisfaction par rapport à tout ce que je vous avais expliqué. Je ne sais pas si je vous donne satisfaction, mais dans le cas contraire, j'attends vos questions. Oui, merci Sabine. Philippe peut réagir. Oui. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Oui, je vous entends. D'accord. En fait, moi, la question que je voudrais te poser, c'est qu'est-ce que tu vends actuellement comme livre numérique dans ta librairie? Je n'entends pas très bien, s'il vous plaît.
Est-ce que tu vends déjà du livre audio numérique, Sabine? Est-ce que je peux déjà pour? Est-ce que tu vends déjà du livre audio numérique? Non, pas encore. D'accord. Pas encore. Pas encore. Alors, la question... J'ai programmé, mais je n'ai pas encore commencé. D'accord. Alors, la question que je voulais faire peut-être, Annelise, c'est les préconisations que tu as présentées maintenant. Comment les as-tu imaginées? Comment as-tu travaillé là-dessus? Est-ce que tu as dans ton équipe quelqu'un qui connaît déjà la pratique du livre numérique, notamment par streaming, ou bien est-ce que tu as eu déjà des contacts avec des plateformes? Désolée, je n'entends pas grand-chose. Je ne sais pas si tu peux m'éclairer un peu plus. Non, en fait, on voulait savoir par rapport aux documents que tu nous as fournis, assez précis, est-ce que tu travailles déjà avec quelqu'un au sein de ton équipe sur ces questions? Est-ce que tu as déjà des contacts avec des agrégateurs? J'ai déjà une équipe qui travaille dessus. J'ai une équipe qui travaille dessus. On ne vend pas encore, mais c'est programmé déjà. Et est-ce que tu as des contacts avec des agrégateurs, des plateformes déjà ou pas? Non, pas encore. Voilà, ce qui est intéressant, je trouvais, c'est ce que Delphine nous dit, c'est qu'elle a bien imaginé ce qu'il faudrait, en fait, les besoins, si vous voulez, et je sais pas, c'est un cahier des charges, en fait, qu'elle a présenté là. Je trouve ça très original de sa part et très intéressant. Ça veut dire qu'elle a bien réfléchi à la question, elle a bien maîtrisé. Et en même temps, elle n'a pas les moyens, je dirais, de mettre ça en œuvre. Le seul moyen de mettre ça en œuvre, je dirais, c'est de mutualiser les forces. Et donc, peut-être imaginer un jour une plateforme commune pour les libraires du Grand Sud, ou en tout cas l'Afrique, pour voir qu'il y a moyen de travailler de manière collective. Voilà, j'ai trouvé très intéressant qu'elle présente ça. Mais comme elle dit, elle n'a pas actuellement de contact avec les plateformes, et vous voyez, ça reste à l'état virtuel. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Il y a un réel besoin qui se sonne, mais d'année en année, je ne vois pas vraiment, je dirais, de ce côté-là des choses avancées. Sauf que maintenant, ces plateformes, mais ce sera dans la deuxième partie de la table ronde, on pourra en parler de même un petit peu plus longuement. Merci. Est-ce que Prudentiel est en ligne? Je ne sais pas si Prudentiel est en ligne. Prudentiel, sur la question de YouScript, est-ce que tu voulais dire un mot? Non. Je pense qu'on peut continuer. Allez, on va normalement. Prudentiel, est-ce que tu peux parler puisqu'on t'entendait tout à l'heure? Tu peux parler? Je n'entends pas. Ah, mais ça c'est ça. Prudentiel, on va essayer. Oui, on t'entend. Enfin, on entend Sabine, mais on n'entend pas Prudentiel. Oui, merci à tous les cas, Sabine, pour ton témoignage. On voudrait entendre juste Prudentiel. Prudentiel, tu peux essayer de parler? Il faut que tu réactives ton micro, Prudentiel. Allô? Oui. Allô, vous me recevez? Voilà, est-ce que tu peux... Vous me recevez? Oui, on te reçoit bien. Est-ce que tu nous reçois? Tu nous entends? Est-ce que tu nous entends? Oui, je te reçois bien. Est-ce que tu peux dire un petit peu les échanges que tu as eu aussi là avec YouScript, ce qui en ressort, quelles pourraient être les attentes et partenariats entre les libraires d'Afrique, en particulier, que tu représentes, et YouScript? En 2 mots. Oui, bonjour tout le monde. J'espère que vous me recevez parce que Oui, moi je ne vous reçois pas. on te reçoit. On te reçoit. Si vous recevez, je continue. On reçoit même ton téléphone. On a trop de difficultés avec la connexion, donc on va essayer de faire avec les moyens du bord. Moi, je m'appelle Prudentiel Wibo. Je suis libraire au Bénin et je suis la présidente de l'association des libraires du Bénin et la vice-présidente de l'association internationale des libraires francophones ALF. Et mon intervention se présentera sous la forme de témoignages de vécu et un plaidoyer auprès de YouScript ou d'autres femmes, d'autres plateformes de distribution de livres audio ici présents. Et comme je l'avais dit à Philippe et à Elise lors de la préparation de cette rencontre, je leur avais expliqué que, étant donné que l'Afrique est le berceau de l'oralité,
et à l'aide du numérique, elles se réinventent constamment. Et de mon expérience de libraire africain et de libraire béninoise en particulier, j'ai eu à commercialiser les livres sonores. Les livres sonores avec des puces ou les livres audio, pas en ligne, mais le format physique avec des livres sonores. Et l'expérience a montré que d'année en année, le public s'intéresse à la chose. Les parents s'intéressent et les raisons invoquées sont multiples. D'autres disent que si je vous explique que ça apaise les enfants pour le livre, par exemple. Lorsque l'enfant écoute le son, ça l'apaise. D'autres disent qu'avec l'audio, l'enfant arrive à apprendre. Et pourquoi pas, avec ces livres audio, si on commercialise par exemple au Bénin où la majorité est à la télé, le fait d'écouter, ça peut stimuler la lecture, ça peut stimuler l'enfant à aller vers la lecture. Donc, toutes ces raisons m'ont poussé à commencer par s'intéresser au livre audio numérique. Donc, je suis tombée sur le site de la plateforme de YouStream. J'ai essayé de voir comment ça se passe. Et par la chance, j'ai effectué un voyage récemment à Abidjan, dans le cadre du salon du livre d'Abidjan, où YouStream avait aussi un stand. J'ai dit, tiens, c'est une occasion pour moi de réaliser mes rêves. Donc, je me suis rapprochée de la dame, je ne vais pas appeler son nom, je pensais au président YouStream. Et je lui ai posé mon problème. Que vraiment, de jour en jour, on constate que nos lecteurs, la clientèle s'intéresse aux livres audio numériques. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment ma librairie Savoir d'Afrique peut travailler avec vous? Elle m'a expliqué comment ça se passe sur le stream avec le streaming. Je vais dire, avec le streaming, ça ne pourra pas m'arranger, compte tenu de la condition qu'elle me proposait. Donc, en réfléchissant, je me suis dit, si on est plusieurs librairies à demander, le stream peut réfléchir autrement et ça va nous aider à trouver une solution pour assurer la distribution de cette manière de vulgarisation de livres en Afrique. Donc, on était une trentaine dans la délégation à Abidjan. Donc, un soir, j'ai essayé de sonder le terrain avec ceux qui sont présents dans les grandes librairies de l'Afrique, de Madagascar et du Comore. Et eux tous les libraires présents étaient preneurs. Donc, je suis revenue à la charge le lendemain chez le script, je leur dis. Donc, laissez-nous le temps de peaufiner notre réflexion et de vous faire des offres. Là, ensemble, on peut essayer de trouver un terrain d'entente. Et je vous assure que YouStream était vraiment preneur, avec un accueil chaleureux, et ils sont d'accord que la distribution de livres audio revient aux professionnels que nous sommes. Parce que si le livre audio revient, ça, avec tous les éléments que j'ai déjà développés, ça peut permettre le développement de la lecture. Donc, on peut leur proposer, par exemple, avec des expressions, on peut leur proposer, par exemple, l'achat en ligne, l'achat unique en ligne. Au lieu de faire du streaming, les libraires, avec notre site e-commerce, on peut proposer à notre clientèle l'achat en ligne. Comme ça, YouStream essaiera de développer une application qui sera vendable, qui sera disponible sur iPhone ou Android ou aux tablettes ou une écoute optimale. Mais l'achat se ferait seulement en ligne. C'est-à-dire l'achat unique, quoi. Et YouStream, avec la formation qu'on aura dans le cadre de ce partenariat, ça nous permettra d'assurer le service après la vente aussi. Et c'est très important, je tiens aussi à dire que c'est très important pour YouStream d'être présent, de travailler avec les libraires, parce qu'ayant déjà une clientèle donnée, ayant déjà des auteurs, des coups de cœur d'auteurs africains, ça peut leur permettre de varier leur fonds. Je prends par exemple un auteur ivoirien, Azanta Ouattara, qui est tellement célèbre en Afrique à cause de ses œuvres. Ses livres sont vendus comme du pain. Ses films aussi, elle a fait des séries donc ils sont suivis par la plupart de la population sur Canal+. Donc, si on prend par exemple cet auteur,
et qu'on essaie de créer une application qui nous permettra à livrer de vendre un livre audio numérique, je pense que ce serait vraiment une bonne révolution et ça permettra le développement de la lecture qui, je pense, est une vision, est notre rêve à nous tous, en Afrique et dans le monde. Voilà le hommage que je vais faire en Merci Prudentiel, merci beaucoup.